Bienvenue à cette table ronde sur l'IA au service de la performance des centrales PV éoliennes, avec un enjeu particulier d'optimisation de la performance et du numérique et de la maintenance. Donc je vais présenter brièvement les membres de cette table ronde et ensuite ils feront chacun une présentation et on aura un temps de questions-réponses qui vous permettra de poser les questions qui vous intéressent. Donc moi-même, je suis Carmen Gervais, professeure à l'Université de Montpellier et directrice du laboratoire Espace Dev sur les transitions à l'aide de l'observation spatiale. Et nous avons monsieur Jérôme Imbert, qui est le dirigeant de Cerima, qui fera la première présentation ce matin. Ensuite, monsieur Philippe Alexandre, qui est conseiller technique business et innovation de Engie Green. Donc ça, c'est le volet énergie, avec implication et inclusion du numérique. Et les approches plus IA, donc M. Mohamed Masmoudi, qui est dirigeant d'Agados, et M. Jean-Baptiste Bessa, qui est le CEO de CISA, Energy System Analytics. Donc les approches IA, là, c'est assez général, donc c'est à la fois les enjeux du big data, mais ce n'est pas que ce dont on parle au niveau des apprentissages, etc. Il y a beaucoup plus dans les systèmes de modélisation, d'aide à la décision, etc. Donc je vais laisser M. Imbert commencer. Merci. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, donc bonjour, donc je suis Jérôme Imbert, le CEO et le fondateur de Cerima. Donc je vais vous parler un petit peu de l'entreprise et également de comment est-ce qu'on voit l'intelligence artificielle dans nos applications. Alors, Cerima, c'est une société dont la mission, c'est de bouleverser l'exploitation de l'énergie éolienne à travers les technologies digitales. Alors, pour faire passer les slides, il faut peut-être cliquer quelque part. Voilà. C'est comme ça. Un peu. Voilà. Donc, c'est une société que j'ai créée en 2015. Et là, vous avez quelques chiffres qui illustrent notre position actuelle. Donc en fait, on a aujourd'hui plus d'un millier d'éoliennes qui ont été supervisées par nos systèmes. Donc on a près d'une trentaine de clients actuellement, d'utilisateurs, et sur un vaste espace qui couvre à peu près tous les grands pays de l'éolien en Europe, et également un petit peu d'activité aux États-Unis. Donc comme vous le voyez, aujourd'hui on est parti de ce pari de transformer les services pour l'exploitation des éoliennes, particulièrement pour l'asset management, et on est en train de faire quelque chose de très intéressant par rapport à ça. Alors, comme on va parler de l'intelligence artificielle, je vais rentrer un petit peu dans la technologie qu'on utilise pour vous expliquer ce qu'on fait. Alors voilà, notre technologie, en fait, elle se compose de trois briques, trois composants. Tout d'abord, la première, qui est un peu la plus originale, qui est vraiment très spécifique à ce que fait Cerima. Donc c'est une box qui fait à peu près la taille d'une boîte à chaussures qu'on embarque dans chacune des éoliennes qu'on va superviser. Donc cette box, elle fonctionne sur le principe de la montre connectée, c'est-à-dire qu'elle embarque tout un ensemble de capteurs à l'intérieur, il n'y a que dans la box qu'on a des capteurs, et grâce à ces capteurs, en fait, on va collecter énormément d'informations sur le comportement de l'éolienne et sur son environnement, c'est-à-dire la météo, le vent. Et avec tous ces éléments qui sont collectés par la box, puis transmis sur la deuxième brique, qui est la plateforme de traitement de l'information qui tourne sur le cloud, on va, à partir de là, élaborer des diagnostics assez précis, très précis, grâce à l'exploitation, évidemment, de tout un ensemble de programmes, d'algorithmes qui permettent d'aller chercher de la finesse dans ces informations. Et puis, ensuite, on a le troisième composant, la troisième brique, qui est l'interface avec l'utilisateur, donc des tableaux de bord, des éléments d'information, d'alarme, qui permettent à chaque utilisateur de pouvoir exploiter toutes ces données. Donc ça, c'est l'ensemble du système qu'on a développé chez Cerima, et donc, à travers ces briques, on va utiliser de l'intelligence artificielle. Alors en fait, nous, l'intelligence artificielle, telle qu'on la voit aujourd'hui, donc c'est pas du tout un outil qui permet par exemple d'assister en permanence l'utilisateur dans l'exploitation, comme on peut le voir à travers par exemple les petits bots qui interagissent lorsque vous explorez des sites par exemple. Non, nous en fait, pour nous, l'intelligence artificielle aujourd'hui, ce sont des briques
des morceaux, des programmes qu'on va utiliser à bon escient, au cas par cas, pour fournir certains des diagnostics, certaines des fonctions qui nous permettent donc de donner de l'information à l'utilisateur. Et donc, en fait, on dit qu'on utilise le digital et l'intelligence artificielle pour donner plus de puissance, plus de pouvoir à l'utilisateur. Et ça, on le fait de 3 manières. C'est ce que vous avez illustré sur ce schéma. Donc, à travers la fourniture de diagnostics précis de fonctionnement de la machine. Par exemple, l'état du réglage du rotor de l'éolienne, l'état du réglage et de la performance de son système d'orientation, etc., etc. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il s'agit de fournir des éléments d'analyse pour pouvoir comprendre le niveau de performance de la machine, le niveau de performance global par rapport aux conditions de vent, lorsqu'il y a des perturbations aussi, pouvoir les analyser, etc. Et donc on est sur une brique qui est vraiment spécifique à l'analyse. Là aussi, on va utiliser des morceaux d'intelligence artificielle. Et enfin, on a tout ce qui touche à l'optimisation. Et ça, je vais vous en parler un petit peu pour terminer, pour conclure. Donc, au niveau si on revient sur un exemple précis de diagnostic, le réglage du rotor, l'état du rotor, pour nous, l'intelligence artificielle va intervenir au niveau de l'identification de certains signaux qui vont nous permettre d'élaborer le diagnostic. Par exemple, de manière très simple, on va avoir besoin d'utiliser un programme d'intelligence artificielle pour aller chercher la zone où se situe la fréquence propre de la machine, qui est une information très importante pour pouvoir faire un diagnostic de réglage d'un rotor, puisque notre diagnostic de réglage se base sur des informations de vibration, et donc la fréquence propre est un élément important par rapport à ça. Or, quand vous installez un système comme le nôtre dans une machine, ce système il est fixé, donc je vous rappelle qu'il a tous les capteurs au même endroit, donc il n'est pas du tout fixé sur les pièces qui sont en lien direct avec le rotor. En fait, lui, il va collecter des vibrations de façon très diverse, très diffuse et très générale. Et donc, il faut appliquer des algorithmes pour aller chercher ensuite les informations dans ces niveaux de vibration. Donc, c'est là où on fait rentrer un outil d'intelligence artificielle pour aller chercher, par exemple, la fréquence propre. Ça nous permet aussi d'aller chercher, par exemple, des périodes de fonctionnement stable de la machine qui sont très importantes pour ce diagnostic du rotor. Donc voilà, parmi les multiples diagnostics qu'on fournit, un exemple de comment est-ce que nous, aujourd'hui, on utilise un outil en intelligence artificielle. Donc ce n'est qu'un petit morceau, c'est pas quelque chose de très complexe et très sophistiqué, ce n'est qu'un petit morceau pour nous dans le diagnostic. Donc je vais prendre un deuxième exemple. Je vais vous parler de la partie optimisation. Donc sur la partie optimisation, les services, ce sont des services qu'on est en train d'élaborer. Et sur l'optimisation, on va fournir des services qui vont permettre de comprendre comment la machine suit le vent et est-ce que son système de réglage par rapport au vent est optimisé. En gros, est-ce qu'elle fait trop ou pas assez de mouvements? Est-ce qu'elle réagit suffisamment vite? Est-ce qu'elle met 15 minutes pour se réorienter lorsque le vent tourne? Ou est-ce qu'elle met 30 secondes et c'est excessif? Et à chaque fois, bien entendu, est-ce qu'elle s'oriente bien dans l'axe du vent? Donc pour développer un diagnostic de cet ordre-là, et surtout d'aller dans une logique d'optimisation par rapport à ça, on a besoin d'observer ce qui se passe, donc observer le vent, observer la réaction de la machine. Donc il y a toute une phase d'apprentissage, et à partir de cet apprentissage, on va pouvoir travailler sur ensuite de la simulation, donc simuler des comportements de la machine, et aller chercher à travers ces simulations un optimum de réglage. Et cet optimum de réglage va être quelque chose qu'il va falloir aller chercher entre suivre en permanence le vent le plus vite possible et optimiser le nombre de rotations du système d'orientation, et donc son usure. Et donc pour aller chercher cette solution qui existe, bien entendu, on va devoir appliquer un certain nombre d'outils, là aussi, d'intelligence artificielle qui vont permettre de comprendre d'abord le comportement. Donc il y a une logique d'entraînement, en fait, d'apprentissage, de machine learning, puis une logique d'entraînement, donc qu'on appelle l'entraînement supervisé, parce qu'on va simuler des situations et on va les tester. Et ensuite, simplement, on va pouvoir sortir une solution, et cette solution va être aussi une recherche d'optimum. Et là, par exemple, là-dessus, on va travailler avec des fonctions de coût, donc tester des scénarios et aller chercher à travers des fonctions de coût l'optimum. Donc là, comme vous le voyez, on applique une série de briques qui sont apparentées à l'intelligence artificielle, et c'est ça qui amène
la solution d'optimisation du système de Yo. Donc ça c'est des choses sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Et pour terminer, je vais vous montrer ce sur quoi on travaille pour l'avenir, pour le futur. Alors, notre solution actuelle s'appelle WinFit, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et là, l'avenir, actuellement, on l'appelle WinFit Synchrony. Donc, c'est notre programme. Et ce WinFit Synchrony, en fait, on l'appelle en s'inspirant de la natation synchronisée, ou de ce que vous pouvez trouver en termes d'activités synchronisées. Alors, pourquoi ? Parce que sur un parc éolien, on peut aller chercher l'optimum machine par machine. Mais en fait, pour les parcs d'une certaine taille, pour ceux qui sont avec des problématiques d'effet de sillage, d'interaction entre les éoliennes, pour les parcs éoliens offshore en particulier, la question de la synchronisation des comportements entre les machines devient de plus en plus importante. Parce que, tout simplement, lorsque vous avez deux machines alignées dans le même axe par rapport au vent, la première va prendre beaucoup trop d'énergie pour optimiser le rendement de l'ensemble des deux machines. Donc si vous multipliez ça à la taille évidemment d'un grand parc éolien offshore par exemple, vous avez des enjeux qui deviennent énormes en termes de gains de production. Le problème, bien entendu, c'est de donner une capacité au parc à travailler ensemble. Donc une communication entre les machines. Donc ça, c'est un programme sur lequel on bosse en ce moment. On n'a pas encore toutes les réponses, on avance. Je vous ai parlé tout à l'heure du système de Yo, par exemple, c'est un élément clé par rapport à ça. Je vous ai parlé des aspects d'optimisation de la production, de comprendre le vent, etc. Un autre élément clé. Le troisième élément clé sur lequel aujourd'hui on se pose des questions, et peut-être qu'on aura des éléments de réponse par rapport à ça, c'est la manière de configurer l'intelligence du parc. En gros, est-ce qu'il faut qu'on soit sur des logiques très décentralisées, c'est-à-dire on met de l'intelligence dans chaque machine, on transforme la petite box que je vous ai montré tout à l'heure en un vrai cerveau, et chaque machine va être capable de travailler et de communiquer avec ses voisines, ou est-ce qu'on doit avoir une part ou la totalité de l'intelligence qui est à un niveau global, c'est-à-dire dans le cloud, comme nous aujourd'hui on processe nos algos dans le cloud pour l'essentiel. Donc ça, ce sont pour nous des questions ouvertes en termes de recherche, et bien entendu, en termes d'optimum, on va devoir à nouveau développer pas mal s'appuyer sur pas mal d'outils liés à l'intelligence artificielle. Bonjour à toutes et à tous. Donc Engie Green, quelques mots. Engie Green est une filiale du groupe Engie à 100%. On est spécialisé dans à la fois le développement, la construction d'actifs éoliens et solaires et l'exploitation et la maintenance de ces parcs éoliens et de ces centrales solaires sur toute la durée de vie. Donc c'est une filiale de 650 personnes réparties dans 18 agences en France et le siège social est justement à Montpellier. Pour cette présentation, je vais me focaliser en fait sur deux illustrations en quelque sorte d'algorithmes, l'un dans le solaire et puis l'autre dans l'éolien. Alors l'application, tout d'abord l'application soleil, donc comme son nom l'indique, on est dans le domaine du solaire. Alors il s'agit en fait de créer des données de ressources solaires long terme, uniquement en exploitant en fait les images satellitaires. Donc c'est pas uniquement des données, c'est vraiment des images. Donc vous voyez en fait en bas une image satellitaire brute, telle que vous en avez vu à la télé. On récupère ces images, voilà, on a une image à peu près toutes les 15 minutes. On la nettoie, cette image, donc vous voyez la partie nettoyée à droite, donc on élimine en fait tout ce qui est réflectance du sol, etc., pour avoir cette image satellitaire nettoyée. Et alors, le principe donc, est le suivant. En fait, tout ce que vous voyez de blanc et de noir, en fait, ça correspond à un pixel. Donc un pixel, c'est à peu près 1 km, 1,5 km de côté, qui est soit blanc, soit noir. Blanc s'il y a un nuage, noir si c'est ciel clair. Et puis, toute un nuancement, si vous voulez, entre le blanc et le noir. Donc la brillance du pixel va changer. Et en fait, ça va exprimer en fait le taux d'ennuagement. Donc, c'est-à-dire en fait la partie du soleil qui va atteindre le sol. Voilà.
Donc l'objectif, c'est de traduire cette brillance de pixels en irradiation solaire au niveau du sol. Et donc, alors évidemment, il faut corréler tout ça avec un certain nombre de sites tests. Donc on désigne une quinzaine de centrales solaires où on va faire de la mesure directe avec des pyranomètres au sol et on va comparer, on va corréler en quelque sorte la brillance du pixel qui se trouve juste au-dessus de nous avec les données récoltées et mesurées par le pyranomètre juste en dessous. Donc ça, il y a une phase d'apprentissage qu'on fait effectivement avec des algorithmes comme par exemple le Random Forest, mais c'est pas le seul. Des algorithmes justement d'intelligence artificielle très, très sophistiqués. Et puis une fois qu'on a fait ça, eh bien quelque part c'est terminé. Alors comment ça se passe sur l'application je dirais lorsqu'on utilise l'application, en fait on se balade dans une carte topo, par exemple de la France, c'est valable sur l'Europe, mais voilà. On saisit les coordonnées ou on clique à un endroit donné, et là, en 2 minutes, on récolte des données long terme, pas 15 minutes, donc sur 10 ans, à pas 15 minutes ou pas une heure, et qui se révèlent en fait extrêmement précises par rapport à la concurrence. Donc on s'est comparé à d'autres sociétés qui vendent également ce type de données d'irradiation solaire long terme, et effectivement, vous voyez les précisions, 11% pour les données de pas minute, donc c'est des précisions où on se compare vraiment à des données de pyranomètre, vraiment des données de mesure sur site. Voilà. Et effectivement, on est 15% meilleur que les meilleurs prestataires dans le domaine. Alors à quoi ça sert ? Alors évidemment à la prospection ou au développement, parce que lorsque vous avez cette application, il suffit d'aller cliquer à un endroit ou cliquer à plusieurs endroits et vous avez les données en 2 minutes. Mais également pour l'exploitation. Pourquoi ? Parce que sur nos centrales solaires, on a effectivement en général une station météo, mais ça coûte cher. Et en fait, vu la concurrence, on s'est dit que peut-être on pouvait se passer à terme de pyranomètres, que en fait, ces données-là pouvaient nous servir directement pour faire le suivi du performance ratio, pour ceux qui connaissent, ou pallier à des manques de données, même pour les capteurs solaires qui sont installés, les capteurs peuvent tomber en panne, etc. Et ces données peuvent venir donc en secours. Voilà. Donc, génération donc, de données long terme, pour l'instant 10 ans, au pas 15 minutes ou 1 heure, par l'exploitation donc d'images satellites. Et puis la deuxième illustration, c'est, alors là on est dans le domaine de l'éolien, c'est le bridage dynamique. Alors, il y a une partie qui n'apparaît pas. Si, voilà. Donc, le bridage d'abord c'est quoi ? Les parcs éoliens sont bridés, c'est-à-dire que selon les heures dans la journée et selon l'orientation du vent, on va arrêter le parc en fait pour des raisons de réglementation acoustique par rapport aux habitations qui sont à quelques centaines de mètres, en général à 600 mètres et plus. Donc c'est une réglementation qui est quand même assez draconienne, puisque les émergences ne doivent pas dépasser donc en plein jour 5 décibels et la nuit 3 décibels. Qu'est-ce que j'appelle l'émergence ? En fait, c'est la différence entre le bruit ambiant. Le bruit ambiant, c'est le bruit total, c'est-à-dire de la nature plus les éoliennes, moins auquel il faut enlever donc le bruit résiduel, c'est-à-dire le bruit sans les éoliennes. Autrement dit, si on fait cette différence, on va récupérer une mesure du bruit des éoliennes intrinsèquement. Voilà. Donc l'émergence, c'est ça. C'est le bruit que vont rajouter les éoliennes par rapport à l'environnement normal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'habitude comment on fait d'habitude pour justement savoir si les éoliennes font trop de bruit et s'ils déplacent cette fameuse réglementation des 5 dB le jour et des 3 dB la nuit ? Eh bien, en fait, on va s'amuser en quelque sorte à arrêter et remettre en marche les machines, et à chaque fois en faisant des mesures de bruit à différents points autour de la zone du parc éolien.
Alors, c'est assez contraignant parce que ça prend du temps. Il y a les équipes de maintenance qu'il faut effectivement mobiliser sans arrêt pour arrêter le parc, le remettre en marche, etc. Parfois, ça ne marche pas bien, il faut refaire, etc. Donc là, effectivement, 2-3 semaines, c'est vraiment le minimum. Donc ça nous engendre évidemment des pertes de production et puis en plus, la mobilisation effectivement, des équipes de maintenance. Donc c'est assez contraignant. Et donc, on a fait un projet qui s'appelle Présence, donc procédé d'estimation expérimentale de l'émergence sonore des éoliennes. Et le principe est le suivant. Le principe, c'est justement de ne pas arrêter les machines. C'est-à-dire d'être capable, simplement en enregistrant le bruit ambiant, c'est-à-dire total, de la nature plus des éoliennes, eh bien, d'être capable, avec des algorithmes d'intelligence artificielle, de scinder les deux et de faire la part des choses, sans donc arrêter les éoliennes. Voilà. Donc, la méthode, c'est une méthode de machine learning qui s'appelle, alors le bruit, c'est un nom un peu, voilà, c'est un peu un barbarisme, factorisation en maîtrise non négative. Voilà. Je ne suis pas un spécialiste du genre, mais en tout cas, voilà, on a chez nous quelqu'un qui a fait ça dans le cadre justement d'un postdoc chez nous. Et ça consiste effectivement à séparer le spectre que vous voyez ici en bas à droite. Vous avez un spectre d'enregistrement, donc temps-fréquence, et l'idée, c'est, cette matrice-là, finalement, c'est de la scinder en deux, en une matrice H, qui va être une matrice de coefficient de pondération, et puis une matrice W, qui est en fait un dictionnaire. Donc en fait, on va se créer un dictionnaire de sons, un dictionnaire des oiseaux, un dictionnaire d'un train qui passe, un dictionnaire d'un avion, un dictionnaire de tous les sons, en fait, qu'on peut avoir, je dirais, dans la région, et évidemment un dictionnaire des sons d'éoliennes. Et puis, avec ce dictionnaire, eh bien, on va utiliser cette méthode qui va donc séparer automatiquement du bruit ambiant, qui va séparer automatiquement le bruit résiduel de la nature et le bruit des éoliennes. Voilà. Et le résultat, j'en ai fini, le résultat, c'est effectivement un algorithme qui fonctionne avec une erreur de 2 à 3 dB. Donc, voilà, quand on est à 2 dB, eh bien, finalement, on est capable de répondre à la question, de calculer le bridage optimisé, mais sans arrêter les éoliennes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis donc Mohamed Matoubi, je suis professeur, je vois pas l'Institut de mathématiques de Toulouse, et dans le cadre de la loi sur l'innovation, j'ai créé cette société qui s'appelle Adagos, et je vais vous parler d'intelligence artificielle parcimonieuse et suivant. Ah, pardon. Excusez-moi. On est orienté vers... on est loin du big data, on est orienté vers une intelligence artificielle parcimonieuse, frugale, sobre, et qui est basée sur la réduction des données. C'est-à-dire, dès qu'on a des réseaux de faible taille, on a besoin de beaucoup moins de données. Ça veut dire qu'on peut apprendre très très vite. On n'a pas besoin d'attendre des semaines et des mois pour collecter suffisamment de données. Ça peut aller très très vite. En plus, le fait que le réseau soit petit, ça oblige le processus d'apprentissage à extraire les règles qu'il y a dans les données pour un apprentissage plus intelligent et donc pour une meilleure prédiction. On est très loin de l'intelligence artificielle classique qui est orientée vers le big data. On fait du big data, mais lorsque c'est nécessaire. Et vers le gigantisme des réseaux neuronaux. Lorsque je dis gigantisme, nous, on est plus précis et on réduit la taille d'un réseau neuronal d'un facteur 400 en moyenne, 400, je dis bien 400. Et la chance qu'on a, c'est que les grands, dont le business model est orienté vers le cloud computing, c'est-à-dire qu'ils vous vendent de la ressource de calcul, ne s'intéressent pas à ce qu'on fait. Alors il y a une vidéo, j'espère qu'on va la voir. Ah, il faut appuyer 2 fois. Neurico is a new generation of neural networks. Neurico provides robust and accurate responses even with small data. Tabular classification, tabular compression, tabular regression. You can use what you want.
Select the type of model you need. Create a project. Simply provide the data. The default normalization works well most of the time, but it can be adapted to the test case. Press the Build button and let Nurico create the neural network. Choose your export format. Donc, bon, c'est un produit, et donc, au fait, il est complètement automatique. Ça ne veut pas dire qu'il met à l'écart l'ingénieur, bien au contraire, c'est-à-dire il libère l'ingénieur de la tâche fastidieuse d'essai sur erreur pour trouver le nombre de couches, les paramètres, le nombre de cellules par couche, et ainsi de suite. Par contre, il met l'ingénieur au centre du processus parce que, eh bien, on a besoin de l'expertise, c'est-à-dire tous les liens de cause à effet, il n'y a que l'ingénieur qui les maîtrise, la personne du métier qui les maîtrise, et on a besoin de cette expertise, et après Nurico passe derrière, il arrive à trouver les règles, c'est-à-dire il arrive vraiment à extraire les règles qui permettent de faire le lien de cause à effet et construire un modèle intelligent. Alors, juste, voilà, vous êtes efficace, il y a l'efficacité du réseau, il y a le fait qu'il soit explicable, le fait qu'il soit robuste, le fait qu'il soit précis, le fait qu'il soit fiable. Et là, maintenant, je vais passer tout simplement à quelques exemples qui montrent l'intérêt de cette méthode-là dans le cas des énergies renouvelables. Le premier exemple que j'ai, là, la vidéo ne passe pas, mais c'est pas très grave. Eh bien, cette vidéo, elle montre tout simplement le downscaling, c'est-à-dire lorsqu'on a une prévision météorologique sur une grande échelle, on peut passer à une échelle locale. On ne voit pas la vidéo, mais ce n'est pas très grave. Et ça ne suffit pas de passer à l'échelle locale. Si on a une éolienne, il y a toujours un biais entre la prédiction et la production énergétique. Et ce biais-là, on peut le corriger avec Nurico. Ici, typiquement, c'est la production dans les 30 heures qui suivent, c'est-à-dire chaque point représente la production dans les 30 heures, une prédiction de la production dans 30 heures. Et donc vous voyez très bien sur cet exemple-là une très bonne correspondance entre la véritable mesure de l'énergie produite et la prédiction effectuée par Nurico pour la production dans les 30 heures à venir. Ça, c'est un exemple ça ressemble à l'exemple du satellite de tout à l'heure. C'est un exemple de radar pour étudier la pluviométrie. Ça peut être utilisé pour l'agriculture ou pour le solaire. Et on prend l'image sur les 4 heures précédentes et on essaie de prédire la pluviométrie dans les 2 heures qui suivent. Par exemple, un autre exemple, ça c'est une caméra 360 degrés. On essaie à partir des 2 heures précédentes, on essaie de déduire la luminosité pour l'heure qui suit. Et pour terminer, ça ressemble beaucoup à l'exemple de CEREMA, parce que là, ce qu'on est en train de voir, c'est un exemple récent. Eh bien, on a une éolienne, sur la base de l'intensité électrique engendrée par l'éolienne, l'intensité produite, je veux dire, on arrive à savoir si il y a un jeu dans le roulement ou pas. Et ça, c'est un apprentissage vraiment non supervisé. On a fait juste une compression du signal d'intensité et on a ramené le signal à 3 coefficients qu'on a dessinés dans l'espace et on a pu voir que les zones où le roulement est endommagé et les zones où le roulement n'est pas endommagé. Tout simplement, je termine là-dessus en vous disant merci pour votre attention et en vous disant que le but là, c'est de libérer l'ingénieur de la tâche fastidieuse qui n'a aucun intérêt, de le laisser se concentrer sur son cœur de métier
d'aller très vite vers, d'améliorer la productivité, c'est-à-dire d'aller très vite vers une solution qui marche, et aussi, ce qui est encore important, c'est-à-dire il y a de la plus-value, et ce qui est important aussi, on répond à une valeur qui est commune à nous tous, puisqu'on est dans cette salle-là, c'est le fait de préserver l'environnement. Je crois que c'est quelque chose qui a son intérêt, parce qu'on réduit d'une manière considérable les ressources, la consommation d'énergie avec ce genre de méthode, et vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Excusez-moi, j'ai oublié le masque, j'ai oublié de l'oublier. Et pour terminer, je vous dis, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, il suffit de se connecter sur adagos.com. Vous avez une version gratuite et vous allez voir par vous-même qu'on peut effectivement être plus précis en réduisant en moyenne la taille des réseaux neuronaux d'un facteur 400. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, la société CESA, la jeune société CESA, est issue de la recherche publique et plus particulièrement du laboratoire Promesse du CNRS, et qui valorise une dizaine d'années de recherche autour de la prévision de la ressource solaire. Notre objectif, c'est de développer des modèles de prévision à haute performance de cette ressource solaire. Alors, le constat qui est fait, c'est qu'on a une accélération de la transition énergétique qui se caractérise par un déploiement de production décentralisée. Et ça, en fait, ça se matérialise par un chiffre où en 2020, il y a 39% de capacité de production électrique installée dans le monde qui sont d'origine solaire. Donc ça prouve bien l'élan qu'il y a, mais ça génère également un certain nombre de défis liés à l'intermittence de cette ressource-là. Et face à ces défis, donc, il y a un défi d'exploitation, où on veut consommer en local cette énergie solaire, donc ça provoque notamment le déphasage qu'on peut avoir entre production et consommation. Ça nécessite, entre autres, on parle de la prévision de la ressource solaire pour faire un pilotage intelligent de l'usage. Il y a des défis de gestion du réseau. Effectivement, notamment sur le réseau basse tension, qu'on va venir injecter une production massive décentralisée, on a tout un tas de problèmes. Le gestionnaire de réseau a besoin d'observabilité de son réseau et notamment de faire de la gestion prévisionnelle à partir de prévisions. Et en fait, il y a des défis d'ordre financier. Les exploitants de centrales solaires, en général, vendent leur électricité de plus en plus sur les marchés d'énergie. Il y a une volatilité forcément des prix liée à l'intermittence. Des fois, on a des prix également qui peuvent être négatifs. Là encore, la prévision a du sens pour améliorer la valorisation des actifs sur les marchés de l'énergie. Donc j'ai ciblé différents cas d'usage où on peut retrouver la prévision de la ressource solaire qui peut être pertinent. Le premier sont essentiellement des exploitants de centrales dites hybrides. Donc c'est des centrales où on va retrouver une production solaire, photovoltaïque généralement, un outil de stockage plutôt batterie lithium-ion et du groupe électrogène, diesel-gaz. Là, l'exploitant a surtout besoin de prévisions assez court terme, donc de quelques minutes, pour savoir comment il va, premièrement, sécuriser son réseau, avoir du stock au bon moment, démarrer le groupe électrogène au bon moment, réduire également la consommation en combustible de ces groupes, et optimiser également le stockage. Il va pouvoir optimiser le dimensionnement de son stockage, mais également diminuer les cycles du stockage, parce qu'on sait que plus il y a de cycles, plus ça limite la durée de vie des batteries. Le deuxième cas d'usage, on est plutôt sur des exploitants qui sont connectés sur le réseau centralisé, qui ont des besoins, j'en ai parlé, donc d'optimiser on va dire leur vente de marché sur l'énergie. Alors en France, il y a des pénalités financières, mais qui ne sont pas très importantes sur les marchés de l'énergie lorsqu'on se trompe de prévisionnel. Mais par contre, dans des pays où le réseau est bien moins bien maillé, on a forcément des grosses pénalités, comme aux États-Unis ou en Australie. Ensuite, on va également améliorer la performance des centrales, notamment les centrales équipées de trackers solaires. Il y a des stratégies de pilotage, notamment quand c'est très diffus, au lieu de continuer à suivre la course du soleil, on va plutôt se mettre à l'horizontale pour essayer de capter un maximum de diffus. Donc là, il y a des stratégies également d'avoir une bonne prévision, plutôt sur plusieurs heures, voire 6 heures, pour savoir la demi-journée si on a du soleil ou pas. Et enfin, c'est les gestionnaires de réseau, j'en ai parlé, ils ont des besoins d'améliorer l'observabilité de leur réseau, qu'est-ce qui va être injecté. On a un peu un changement de paradigme, notamment dans les zones rurales où il y a le déploiement de ces centrales, de production de centrales décentralisées. On a en fait des postes sources qui vont passer du dimensionnement sur des pics de consommation à des dimensionnements sur des pics de production.
les solutions de prévision qu'on propose, nous, donc, utilisent déjà un hardware qui est assez local, finalement, notamment avec des caméras à grand angle de champ. Donc, au lieu des satellites, on en a vu par-dessous, on en a vu par dessous, nous. Et en fait, ça nous donne quand même une image assez précise des variations, des perturbations atmosphériques, notamment avec des images HDR à haute résolution. C'est assez pertinent pour tout ce qui est prévision à court terme. Et ensuite, on vient coupler ça avec des mesures d'éclairement, généralement disponibles sur site. Et pour les prévisions, on va dire, sur beaucoup plus long terme, on va plutôt utiliser essentiellement que des mesures d'éclairement. Alors, les logiciels qui sont développés autour de cette instrumentation, ce sont d'abord un logiciel de mesure. C'est-à-dire qu'à partir des images, on est capable de reproduire une carte d'éclairement où on a la distribution de l'éclairement sur toute la voûte céleste. Donc, ce qui nous permet en fait déjà de faire les mesures du diffus, du direct à partir d'une image. Et également en fait, de faire la recherche optimale de la position puisqu'on a en fait l'intensité lumineuse par pixel sur l'image. Et ensuite, bien évidemment, les logiciels de prévision. Donc là, ils sont fondés sur des algorithmes sur l'intelligence artificielle, du machine learning, du machine learning profond, notamment les réseaux de neurones adaptés aux images. Donc, pour pouvoir produire des prévisions de 1 minute jusqu'au lendemain. Alors, ce qui est important de savoir dès qu'on utilise ces outils statistiques de l'IA, c'est d'abord la robustesse. Un des phénomènes qui fait chuter un peu les modèles lorsqu'on les met en production en temps réel, parce qu'on fonctionne en temps réel, c'est la qualité de données qui nous arrive et savoir si cette donnée elle est fiable, elle est stable. Donc nous on a mis en place des systèmes, des modes de fonctionnement en mode dégradé, notamment lorsqu'on fait de la prévision court terme, on vient coupler une caméra et des mesures sur site d'ensoleillement avec des pyramètres. On a des modes qui sont capables de fonctionner s'il y a un des deux instruments qui tombe en panne, de fonctionner que sur l'image, donc c'est des algorithmes d'IA qui fonctionnent que sur l'image, ou alors de fonctionner que sur des mesures de GHI. Bon, le modèle standard lui fonctionne avec l'hybridation des deux. Et en fait, ensuite, on est jugé sur la performance, et cette performance-là, ce que je voulais démontrer, c'est que quand on veut comparer des modèles entre eux, quand on veut comparer différents outils, c'est bien de le faire dans des situations qui sont représentatives. Et on sait très bien qu'en fonction de l'état du ciel qu'on va avoir, on a des erreurs qui sont fortement variables. Donc, dans les situations de ciel qui sont chaotiques, on a des erreurs qui ont tendance à s'envoler, alors que pour du ciel clair, on sait très bien comment il faut faire. Et donc, il faut prendre en compte en fait, tous ces paramètres pour pouvoir comparer des solutions entre elles. Une de nos spécificités, c'est qu'on va développer des modèles qui peuvent être sur mesure au cas d'usage. On a de plus en plus de cas d'usage dans le solaire qui sont spécifiques pour venir exploiter cette énergie en local. Ça peut être de la production d'hydrogène vert, ça peut être du bâtiment intelligent en autoconsommation. Et pour ça, en fait, on s'adapte à l'instrumentation. On va récupérer le maximum d'instrumentation qui est disponible sur site. On va choisir une instrumentation en fonction du besoin de la personne qu'on a en face, c'est-à-dire s'il y a des besoins en termes de performance, de coût, d'horizon de prévision aussi, l'instrumentation a un impact. On s'adapte sur les outils IA, parce qu'on va avoir finalement des outils IA qui sont plus spécifiques à certains types d'instrumentation, notamment sur les images. Et ensuite, on peut s'adapter aux étudiants en fonction de la dynamique de la prévision souhaitée. On a des clients qui vont nous dire, voilà, sur un état du ciel très chaotique, on veut plutôt essayer de taper sur la tendance, alors que sur des états, il y en a d'autres qui vont dire, non, moi je veux suivre les perturbations, les pics, je veux voir à des instants assez précis quand est-ce que je vais avoir une chute de mon ensoleillement. Des indices de performance, j'en ai un peu parlé, mais c'est également une étape importante, donc il y a des métriques qui existent pour évaluer la performance des prévisions, mais également on peut développer des métriques qui sont spécifiques, des métriques métiers notamment. Et ensuite la communication, donc on a des solutions qui fonctionnent en SaaS à distance ou en embarqué, puisqu'on fera embarquer le logiciel dans les caméras à grand angle de champ. Voilà, j'en ai fini. Merci, nous avons conclu le temps de présentation. Si vous avez des questions pour les différents intervenants. Oui, vous vous levez et on vous entendra au parler fort. Moi j'avais une question pour le représentant de NG Green sur la solution présence pour le bruit des éoliennes. Je voulais savoir si sur le terrain ça gênait d'avoir une erreur de 2 à 3 décibels avec des seuils qui doivent être en dessous de 3 ou 5 décibels, le niveau d'erreur et la précision de la mesure. Oui, alors
effectivement, ça, oui, non, bon, je sais pas, bref. Oui, non. Oh. C'est bon là? Non. Alors effectivement, 2 dB par rapport à 3 dB, effectivement, pour l'instant c'est un peu juste. Donc par rapport à 5 dB le jour, ça passe. Par rapport à 3 dB, effectivement, selon les cas, on est encore un petit peu en difficulté. Donc c'est un algorithme qu'on essaye de travailler pour essayer voilà, de baisser un petit peu l'erreur. Mais voilà, je pense qu'on va y arriver. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Oui, bon, toujours pour NG-Green, j'ai été surpris par rapport aux autres solutions d'IA qui prétendent faire de la prévision entre quelques heures et une journée, disons. Comment vous arrivez à faire de la prévision sur des données 10 ans, avec des mesures de ciel, d'ennuagement qui sont très court terme? En fait, c'est pas le projet Soleil ne génère pas des données de prédiction. Il génère des historiques, en fait. Donc, on a les historiques. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, par ailleurs, on fait de la prédiction court terme pour plein d'autres choses également. Mais quand on veut développer un projet solaire, on a besoin d'un historique, en fait, long terme, qui nous vient du passé. Voilà. Et donc, c'est sur ces historiques-là, en fait, qu'on va ça, c'est pour la partie développement, quand on veut développer un projet. On a besoin d'un... Et ça veut dire que vous avez la base de données des photos satellitaires sur les 10 ans passés? Oui. Ah d'accord. Oui, c'est donc de l'apprentissage massif sur cette base de données-là. Ok. Voilà, tout à fait. Alors par ailleurs, effectivement, on fait aussi, alors voilà, j'en parle parce que vous parlez de prédiction, mais on fait aussi, à partir des images satellitaires, de la prédiction court terme. Mais alors là, effectivement, cette prédiction, elle est de qualité, mais entre 0 et 6 heures de prédiction. Voilà. Et là, on extrapole, effectivement, on peut imaginer que ces images satellites, on peut les faire défiler comme un film, comme vous voyez à la télé. Et en fait, on extrapole les 6 heures suivantes, voilà, en appliquant des méthodes de reconnaissance d'image, où on va repérer chaque pixel, et on va repérer la manière dont les pixels vont se déplacer au cours du temps. Et chaque pixel de nuage de l'ensemble de l'image. Et là, on arrive à faire de la prédiction court terme jusqu'à 6 heures. Et au-delà de 6 heures, il faut changer de méthode. Il faut utiliser des méthodes de prédiction plus classiques. Et comment ces méthodes se comparent aux méthodes de simulation faites depuis la nuit des temps dans des supercalculateurs par les gens de la météo? Parce que pourquoi cette débauche de calcul et de simulation en météo si on peut faire simplement une analyse d'IA sur 6 heures? En fait, nous, on recherche une précision que ne peut pas atteindre Météo France sur un site en particulier. On n'est pas du tout sur les mêmes centres d'intérêt, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles spatiales, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment du micro-sighting. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir ce qui va se passer dans quelques heures, voire le lendemain, voire en 48 heures, mais avec une précision que n'arrive pas à atteindre Météo France. Sinon, évidemment, on ne l'aurait pas fait. Il faut voir que nous, les précisions qu'on veut, par exemple, alors dans l'éolien, c'est de l'ordre de 0,1 mètre par seconde, par rapport à des données satellites qui, elles, sont précises au mètre par seconde. C'est juste pour vous dire que voilà, le degré de précision pour faire de l'analyse de rentabilité d'un parc solaire ou éolien dépasse en fait les capacités de Météo France, mais c'est juste parce qu'en fait, on ne parle pas de la même chose. Faire de la météo et prévoir le temps pour Météo France et pour nous avoir des données d'irradiation solaire suffisamment précises pour faire un projet solaire, c'est pas du tout dans la même... on n'est pas dans la même cour, quoi, si vous voulez.
Oui, je veux juste appuyer ce que dit Alexandre, parce qu'effectivement, on a des techniques de prévision par horizon spatio-temporel. Les modèles météo que vous connaissez sont vraiment pour des horizons très, très lointains, à la fois dans le temps et dans l'espace. Ensuite, on va venir, de plus en plus d'acteurs se mettre à la prévision à partir d'images satellites, puisqu'on arrive maintenant à des satellites qui sont de plus en plus performants. Il y a de nouveaux satellites qui sont lancés récemment pour essayer d'avoir une information un peu plus locale. Et si on va avoir du très localisé, on va également exploiter des mesures sur site comme nous on fait. Je voudrais insister sur cet aspect-là. Je pense que l'intelligence artificielle intervient, en tout cas sur les exemples que j'ai montrés, pour corriger un biais local, quel que soit. Il y a toujours un microclimat, il y a une eau hygiène quelque part, et tout se passe d'une manière légèrement différente d'ailleurs. Et l'un des buts de l'intelligence artificielle, en partant éventuellement de la prévision météorologique, c'est de corriger le biais. Déjà, c'est l'une des applications. Oui, corriger le biais et faire la prévision complète, c'est pas la même histoire. Merci. C'est-à-dire, sur les exemples que j'ai montrés, à partir de la prévision météorologique, il y a une prévision sur plusieurs jours. Une semaine, 2 semaines. Et bien à partir de cette prévision-là, en faisant d'une part du downscaling qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, d'une manière immédiate, avec des approches convolutives, au lieu d'attendre 3 heures, aujourd'hui le downscaling, ça demande 3 heures à peu près. On peut le faire d'une manière instantanée. Mais le downscaling ne permet pas, il n'a pas la connaissance du terrain, la modélisation, quels que soient les modèles déterministes, ils n'ont pas la connaissance du terrain. Donc il y a un moment où il faut aller voir ce que l'éolienne produit comme énergie, ce que le panneau solaire produit comme énergie, et utiliser cette information pour faire la prédiction, à partir de la prévision qui a été déjà faite. C'est-à-dire qu'il faut se baser sur des données précédentes, passées, qu'on a déjà collectées, pour corriger ce biais-là. C'est vraiment l'une des applications essentielles de l'intelligence artificielle. D'une part, faire du downscaling en temps réel. Le downscaling en temps réel, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on récupère GFS, on doit attendre 3 heures pour faire du downscaling. Là, on peut le faire d'une manière instantanée. On ne perd pas 3 heures. Deuxième application de l'intelligence artificielle, c'est de corriger le biais. Un panneau solaire est localisé quelque part, il y a un biais, on peut le corriger. C'est ça un peu les 2 applications majeures. Et naturellement, il y en a d'autres. Hein. J'arrête là. Merci. D'autres questions? Oui, je voudrais savoir, en fait, on parle toujours de prédiction selon toutes les données qu'on a recueillies dans le passé. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un cas où le changement climatique fait que les prédictions sont de moins en moins sûres. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour réduire cette erreur? Merci infiniment. Je vais bien répondre rapidement et je laisse la parole à d'autres participants. Merci pour la question et je suis entièrement d'accord avec vous. Dans un monde qui change d'une manière extrêmement rapide, notamment dans un contexte Covid, eh ben, les données sont très vite obsolètes. Et donc les données qu'on a collectées sur 10 ans, ça marche dans certains cas, mais pour un supermarché, excusez-moi, non, le supermarché est un mauvais exemple, les données sont très vite obsolètes. Et c'est pour cette raison qu'il est très important d'avoir une approche parcimonieuse. C'est ça l'apport essentiel de l'approche parcimonieuse, c'est d'avoir besoin de très peu de données pour faire l'apprentissage dans un contexte qui n'arrête pas de changer. Voilà, je vous laisse. De précision, c'est que sur la prévision, du moins, on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'historique de données. Une fois qu'on a capté les saisonnalités, les spécificités géographiques du site à travers les mesures, si on vient rajouter la donnée, ça n'apporte pas grand-chose. Et puis maintenant, on utilise quand même des outils qui sont pas trop gourmands en données. Par nous, quand on exploite les images, c'est des fois un peu lourd et on emploie des outils qui sont un peu énergivores, mais globalement, on arrive à une bonne maîtrise des données. Bonjour, je me présente à Pierre Mandelois, entreprise Dyson.
Nous, pareil, on travaille sur des modèles intelligents dans le solaire, photovoltaïque, mais principalement dans les flottes et maintenance. C'est juste une réflexion en fait, que j'ai. C'est bien beau de travailler sur la donnée, mais ce qui est, je trouve bien dommage, il faut qu'il y ait une initiative. Que tout le monde puisse en profiter de ce gisement. Je veux dire, chacun de son côté, il est en train de collecter les données. Et en soi, nous, un développeur ou un producteur, il va utiliser du SolarGIS, du PVGIS avec des approximations qui sont larges. Et je pense qu'on devrait avoir une initiative tous groupés pour uniformiser. Je veux dire, c'est une donnée qui, certes, c'est le nerf de la guerre, la donnée. Demain, c'est l'énergie et la data, on le sait très bien. Mais en soi, le fait de collecter, c'est bien beau, mais il faudrait qu'on réussisse tous les acteurs à le canaliser et puis à en faire, à le partager avec d'autres producteurs. C'est juste ma réponse. Alors, vous l'avez dit, hein, c'est le nerf de la guerre. Donc ça veut dire qu'il y a une guerre. C'est dira M. Macron. Mais... Voilà, la guerre, elle reste quand même économique et la data, c'est une donnée stratégique. Alors effectivement, j'imagine assez mal, hein, mais bon, peut-être que je me trompe, mais j'imagine assez mal un groupe industriel comme Engie qui a à peu près 30 gigawatts de par le monde de données concernant toutes leurs centrales solaires et tous les parcs éoliens partout dans le monde et en France, de partager ces données. Ça me paraît... Voilà, ça me paraît peut-être un vœu pieux, mais ceci dit, bon, nous on a fait quelques projets parfois d'open data, on a dit voilà, sur ces parcs éoliens, alors c'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut aller, c'est-à-dire que ne pas partager toutes les données, mais partager certaines données. J'ai mal formulé un peu la réflexion, mais en soi je parle des données d'ensoleillement, où c'est un gisement solaire qui est existant, et qui est principalement sur, je parle du territoire déjà, principalement en France, où je pense que c'est important d'aller consolider les bases de données locales. France n'arrive pas à le faire, on est obligé de se baser sur du satellitaire, et les producteurs, ils ont tous collecté de la donnée de leur côté. Ça serait bien, je veux dire, c'est pour le bien de l'activité photovoltaïque, je parle principalement pour le solaire, d'aller la consolider et d'avoir un gisement plus ou moins cohérent. Voilà, alors ça pose la question de savoir, quand vous dites données, quel type de données? Parce que si par exemple vous parlez d'un atlas solaire ou d'un atlas éolien, ça existe, on est d'accord, hein, l'ADEME a fait un atlas éolien, il y a des atlas solaires également qu'on peut trouver facilement. Donc ça c'est de la donnée aussi, mais alors justement quel type de données? Si c'est de la donnée type effectivement des chroniques 10 ans, des données 10 minutes ou comme je le disais tout à l'heure un quart d'heure, etc. Là effectivement on rentre dans un niveau qui n'est pas facile à trouver. Mais je vous rejoins sur le fait que effectivement il y a pas mal de portails en France, des portails de partage de données. Ça commence, je dirais, le partage commence à se faire. Voilà. Dans le solaire, il y a encore des progrès à faire. Je suis d'accord avec vous. Je rajouterais qu'en fait, dans le monde là où on parle beaucoup de sciences ouvertes, quand on parle de la donnée, il y a la donnée brute, et là les données satellitaires, Sentinel-2, elles sont disponibles. Mais l'enjeu, c'est la chaîne de traitement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut partager. C'est le résultat qui va être thématique et dédié, ou c'est la chaîne de traitement qu'on veut rendre générique. Donc c'est un autre débat, mais c'est un débat de la donnée. Si on fait un forum donné, je pense qu'il y a beaucoup à dire. Bon, j'aurais peut-être une question, je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps. Une petite remarque. M. Philippe Alexandre a dit que vous avez 30 gigawatts de données. C'est un lapsus révélateur parce que l'objectif est de transformer les données en watts. Vous avez dit, nous avons 30 gigawatts de données. C'est un raccourci. Le but est de transformer les données en watts. Voilà. Alors, ouais, moi je compléterai là, les éléments et la remarque de monsieur en disant que en fait, il y a beaucoup d'acteurs du secteur de l'énergie qui sont très focalisés sur la donnée. Je vais collecter de la donnée, je vais en faire quelque chose, c'est un trésor, c'est très important, c'est clé. Ce qu'il faut voir, c'est que derrière la donnée, il y a toute une industrie qui existe. Le traitement de l'information, le numérique, c'est une industrie. Dans le numérique, vous avez plein de métiers différents.
Vous avez plein de métiers différents dans le numérique. Déjà, par exemple, hein, le métier type du traitement de la donnée, c'est le data scientist. En fait, derrière ce terme-là, par exemple, de data scientist, vous avez déjà plusieurs spécialités, plusieurs métiers différents. Donc quand on dit que quelqu'un est data scientist, en fait, quand on regarde, il va avoir un certain type d'intervention sur les données, il va avoir, donc il y a plusieurs métiers, et ainsi de suite. Quand vous processez de la donnée sur le cloud, vous avez besoin d'un certain nombre d'outils pour l'organiser, la structurer, la nettoyer, faire tourner des algos, etc. Et donc, vous faites appel là aussi à des métiers. Vous faites appel souvent à des prestataires de services sur le cloud. Et donc, en fait, il faut bien être conscient, parce que beaucoup d'acteurs ne le sont pas du tout, que être capable d'exploiter de l'information, donc partager de la donnée, pourquoi pas. Je pense qu'il y a deux modèles de toute façon qui vont continuer à perdurer, c'est de l'open data dans une certaine mesure, et ensuite eh bien, tout le côté commercial de l'exploitation de la donnée. Ça, il ne faut pas rêver. On a tous des smartphones, on a tous des services gratuits et des services payants. Et bien entendu, là, on est dans des secteurs industriels. Les énergies et l'énergie renouvelable, c'est un secteur industriel. Et donc, bien entendu, il y aura toujours une économie associée à la donnée. Mais derrière la donnée, ce n'est pas suffisant d'avoir accès à des bases, de la posséder. La question, c'est comment vous êtes capable d'en sortir quelque chose d'utile. Là, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a vu des illustrations très concrètes des applications qui sont très intéressantes. Mais pour aboutir à ces applications, il y a tout un tas d'étapes qui ont été franchies. Donc l'utilisation d'outils, des spécialistes, donc des métiers, des professions, enfin, c'est très important d'avoir cette idée qu'il y a une chaîne industrielle qui est derrière l'exploitation de la donnée. Et nous-mêmes, bien entendu, dans l'entreprise, c'est vraiment ce qu'on voit. Et la manière d'arriver à apporter un résultat utile à un utilisateur sur le terrain, ça demande beaucoup de travail. Donc il faut en être conscient. Et ce qui est très intéressant, ce que disait monsieur de Lagos, c'est que le métier d'un acteur du numérique, c'est avant tout d'arriver à libérer du temps à son client pour que réellement il soit en train de regarder des informations importantes. Et donc ils sont en train de regarder, comme le disait Philippe tout à l'heure, les gigawatts de données. C'est ça qui est intéressant. Pour Engie, ce qui est intéressant, je dirais, in fine, c'est les gigawatts. Être capable d'amener l'énergie au bon moment, au temps prévu, optimiser tout ça. C'est pas important de savoir s'ils ont tant de terabytes de données derrière eux, etc. La question, c'est ça. Et là, le métier de l'ingénieur, il est là. Le métier de l'optimisateur, il est là. Donc, les métiers des acteurs du numérique, qu'ils soient internes à l'entreprise ou qu'ils soient des prestataires, c'est d'amener ça et de vous rendre en capacité, je dirais, de prendre des décisions avec des outils très clairs, très simples, faciles d'utilisation, qui vous parlent, et vous êtes en train de piloter réellement vos installations, de prendre vos décisions de développeurs, etc. etc. Bon, j'ai l'impression qu'il y a la conférence suivante qui attend. Bon, donc on va conclure. En fait, ce qu'on a vu dans les différentes présentations aujourd'hui, c'est à la fois il y a cette notion de système complexe où l'IA a pris sa place dans le monde de la transition énergétique au niveau micro, au niveau de l'éolien, des capteurs, au niveau des parcs et au niveau de la connexion réseau. C'est-à-dire qu'on est vraiment, l'intelligence, elle est apportée à tous les niveaux aujourd'hui. Donc c'est des approches multi-échelles où ce que j'ai entendu, c'est que l'expert métier, il accueille cette transition avec le numérique. C'est-à-dire que c'est un apport énorme dans sa prise de décision, dans sa maintenance et son optimisation des systèmes. Donc voilà, il y a des enjeux qui ont été présentés, mais il y a déjà une forte intégration des enjeux et des modèles et des approches IA dans le monde de la transition énergétique. Ben, merci à vous tous et bonne continuation.